On recommence. Les clauses particulières, le contrat de travail. Concernant la forme, là ce n'est qu'un rappel, le contrat doit être écrit quoi qu'il arrive. Si on est un CDD ou un CTT, on doit le transmettre dans les 48 heures de l'embauche. Si on est sur un CDI, on doit le transmettre dans les 2 mois de l'embauche. Il doit comporter un certain nombre de mentions pour le CDD et pour le CTT. On rajoute le recours et la durée. Le contrat, il contient un certain nombre d'articles, ce qu'on appelle des clauses, et les clauses, elles fixent des règles qui sont applicables dans l'entreprise. Ces règles, elles lient l'employeur comme le salarié, elles indiquent les obligations, si vous voulez. Et certaines clauses sont considérées comme particulières. C'est la clause de mobilité professionnelle, la clause de non-concurrence et la clause de dédit-formation. Concernant la clause de mobilité professionnelle, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que c'est une clause qui impose à un salarié de changer le lieu de travail sur simple demande de l'employeur. Dans le contrat, j'indique que M. Tartampion pourrait être amené à travailler à Bordeaux. Mais je ne précise pas quand, je ne précise pas dans quel délai, et peut-être que ça n'arrivera pas. En fait, cette clause de mobilité, elle revient à accepter, si vous signez le contrat avec une clause pareille indiquée, ça revient à accepter par avance une modification éventuelle de votre lieu de travail. C'est légal, à condition de respecter des conditions fixées par la jurisprudence. Première condition, il faut indiquer la zone géographique sur laquelle elle est applicable. Deuxième condition, il faut que ce soit indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise. Troisième condition, il faut que ce soit proportionné au but recherché compte tenu de l'emploi occupé par le salarié et du travail demandé. On traduit. Préciser une zone géographique sur laquelle elle est applicable. Ça peut être un rayon, dans un rayon de 20 km. Ça peut être un département, Charente-Maritime. Ça peut être une région, Nouvelle-Aquitaine. Ça peut être un pays, mais pour le pays, il faut que ce soit sur un poste à responsabilité. La France, par exemple. Ça peut même être une zone plus grande. On a vu Europe, par exemple, se pratiquer. Mais ça, c'est vraiment pour des postes à très haute responsabilité, du type, je sais pas, responsable, directeur d'aéroport ou directeur de centrale nucléaire. Et là, j'attire votre attention sur le fait que ça doit être proportionné au but recherché. C'est mon petit paragraphe qui est juste là. Concrètement, proportionné au but recherché, proportionné à l'emploi. Ça doit être cohérent avec l'emploi. C'est-à-dire que je vous disais, un directeur d'aéroport lui demander d'aller travailler n'importe où en Europe, c'est cohérent parce qu'il n'y en a pas beaucoup des directeurs d'aéroport et puis il n'y a pas beaucoup d'aéroports sur lesquels il pourrait intervenir. Et voilà, c'est cohérent parce que le métier implique des responsabilités et puis aussi une rémunération importante. Si je le demande par contre de travailler n'importe où en Europe pour une femme de ménage ou pour un homme de ménage, vous comprenez bien que ça devient délirant. Il n'y a aucun besoin de déplacer un homme de ménage ou une femme de ménage sur l'ensemble de l'Europe. Donc ça doit être réfléchi. Plus un poste est important, plus la zone est grande, plus un poste est faible en responsabilité, plus la zone doit être restreinte. Et ça doit être légitime, ça doit plutôt être indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise. C'est-à-dire que ça ne doit pas être justifié par autre chose. Ça ne doit pas être fait pour vous embêter. C'est bon jusqu'ici? Alors on va à la suite. Autre clause particulière du contrat de travail, la clause de non-concurrence. Alors là, elle aussi, elle peut tomber. La clause de non-concurrence, elle interdit à un salarié qui vient de quitter volontairement ou non son emploi de reprendre une activité professionnelle, salariée ou indépendante, qui pourrait rentrer en concurrence avec celle de son employeur. Alors concrètement, ça se passe à la fin du contrat, enfin ça s'exécute à la fin du contrat, et ça revient à dire que vous n'avez pas le droit de travailler, par exemple, dans une autre agence de voyage de Charente-Maritime pendant les 6 prochains mois. Alors, ça peut se prévoir, ça peut être légal, à nouveau, à condition de respecter un certain nombre de conditions. Première condition, être justifié par l'intérêt de l'entreprise. Ça ne doit pas être fait pour vous embêter. Bon, il y a toujours l'aspect de proportionnalité, il faut que ce soit cohérent par rapport à votre poste. Une femme de ménage, elle n'est pas en contact avec la clientèle, c'est pas cohérent de lui interdire d'être sur une activité concurrente. Qu'est-ce que ça irait faire si elle allait travailler dans une autre agence?
C'est en fait particulièrement valable par contre pour des postes de commerciaux, pour des postes de techniciens, enfin où il y a une connaissance particulière de technologie propre à votre entreprise ou de la clientèle. Donc pour être valable, ça doit être justifié par l'intérêt de l'entreprise, proportionné, ça doit être limité dans le temps, limité dans l'espace, limité sur les activités interdites, et ensuite on doit prévoir une indemnité financière. Alors limité dans le temps, c'est prévoir une durée pendant laquelle l'interdiction s'applique. Je vous interdis de travailler dans une agence de voyage pendant 6 mois, 18 mois, 2 ans. Bon, plus le métier est important, plus on peut monter dans les chiffres, mais il ne faut pas que ça revienne à interdire de travailler. Donc concrètement, sur la plupart des postes que vous allez voir, c'est des limites de 2 à 3 ans maximum, enfin jusqu'à 3 ans maximum. Comporter une limite dans l'espace, indiquer une zone géographique. Alors là, c'est comme la clause de mobilité, ça dépend du poste que vous avez eu. Si vous êtes sur un salaire de conseiller voyage, que vous êtes sur un poste de conseiller voyage, vous interdire de travailler sur Saintes, ça se discute. Vous interdire de travailler sur l'ensemble de la Charente-Maritime, ça fait beaucoup de contraintes pour un simple poste de conseiller voyage. Comporter la liste des activités interdites. Est-ce que c'est tout rôle de conseiller voyage ou est-ce que c'est la vente de certaines destinations uniquement? Et ensuite, on doit prévoir une indemnité financière qui soit adaptée, proportionnée par rapport à la restriction. Je vous interdis de travailler sur la Charente-Maritime pendant 3 ans. Bah écoutez, ça nécessite une indemnité financière plus importante que si je vous interdis de travailler sur Saintes pendant 6 mois. Voilà. Cette clause est un peu particulière, mais elle est à connaître aussi. Même chose, s'il manque un élément ou s'il y a un élément qui n'est pas conforme, alors la clause n'est pas valide. Si elle n'est pas valide, on considère qu'elle n'existe pas, on considère qu'elle est nulle. Ça fait comme si elle n'était pas écrite. Dernière clause particulière, c'est la clause de dédit-formation. Là, c'est un autre concept. Imaginez, votre entreprise vous paye un master. Elle vous finance un master en alternance et ça a coûté de l'argent. Elle est contente de vous avoir fait cette proposition. Par contre, elle voudrait être sûre que vous n'allez pas vous barrer juste à la fin du master. Donc, elle vous met une clause de dédit-formation. C'est une clause d'engagement pendant laquelle vous promettez de rester au service de l'entreprise pendant un certain temps pour que l'entreprise ait un retour sur investissement. Donc, dans ce cas-là, le salarié s'engage à rester pendant un temps précis. La clause de dédit-formation, elle va prévoir que si le salarié ne respecte pas cette durée d'engagement, il va falloir payer une indemnisation à l'employeur, rembourser une partie du coût de la formation. Pour que ça marche, il faut que la formation ait été sérieuse en termes de contenu, en termes de durée. Il faut qu'elle ait eu un coût important. Et puis, il faut que l'engagement demandé aux salariés soit proportionné au coût, au sérieux, à la durée de la formation. Je vous finance une formation de 2 ans qui coûte cher. C'est normal que je vous demande un engagement plus long, par exemple de 2 ans, justement, au-delà de votre formation. Si par contre je vous ai financé une formation de 6 mois beaucoup moins chère, je ne vais pas pouvoir avoir la même exigence. Alors ces conditions de validité, à nouveau, elles doivent être réunies. S'il en manque une, on considère que la clause n'est pas écrite. Dernier aspect, alors c'est plus vraiment sur les conditions, mais je ne savais pas où le mettre par ailleurs. C'était un petit rappel sur les suspensions du contrat de travail. Parfois, on va vous parler de suspension du contrat. Un contrat est suspendu lorsque le salarié est dans un certain nombre de circonstances, quand il est absent. Ça va être par exemple parce qu'il est malade, en congé maternité, en congé parental, en vacances, en grève, en congé pour un événement, familial, et pas que matrimonial. Dans ce cas-là, on va considérer que le contrat de travail du salarié est suspendu. C'est pour ça que c'est une suspension. Cela signifie qu'il ne touche plus de salaire, mais que son contrat de travail existe encore. Ça veut dire qu'à son retour, le salarié pourra réintégrer son poste et retoucher son salaire. Voilà. Donc on reprend. J'ai des clauses dans un contrat, une clause de mobilité, une clause de non-concurrence, une clause de dédit-formation. Il faut respecter des conditions. Si je ne respecte pas les conditions, alors la clause est considérée comme non écrite. Bon courage!